le cas de l'ex-Yougoslavie, déchirée, comme vous le savez, par des guerres qui se sont finalement déroulées de 1991, en commençant par des affrontements en Slovénie, et qui se sont terminés en 2000, une dizaine d'années presque après des tentatives d'épuration ethnique au Kosovo. Cette expérience-là, évidemment, est une de celles qui frappe le plus l'imagination et aussi inspire la réflexion. Vous serez vous-même frappé par un certain nombre de rapprochements qui sont également possibles avec la situation de la Syrie, et notamment le rôle paradoxal que le facteur culturel a pu jouer à la fois dans l'éclatement du conflit et aujourd'hui dans ses tentatives de dépassement. En effet, la culture peut être une arme de guerre comme un moyen de résistance. Notez que l'imposition de ces frontières internes, cette partition que les Syriens aujourd'hui redoutent tant par rapport aux perspectives éventuelles d'une enclave alawite autour de Latakié, cette partition entraîne ce à quoi elle est censée remédier, c'est-à-dire la division ethnique, puisque les populations ont tendance à se situer de part et d'autre d'une frontière certes artificielle, mais à l'intérieur de laquelle ils se sentent plutôt protégés. De là à dire que la culture a été un facteur de guerre, il y a un pas que je franchis hardiment, mais en précisant bien sûr que ce n'est pas n'importe quelle culture. C'est une culture qui est faite en grande partie de la simplification de l'histoire, d'une lecture univoque et d'une interprétation presque toujours orientée vers la désignation de l'ennemi. Par exemple, dans le camp de la République serbe de Bosnie, Republika Srpska, on continue de présenter, comme d'ailleurs à Belgrade aujourd'hui même sur les affiches électorales, la défaite que les Serbes ont connue en 1389 au Champ des Merles de Kosovo-Polje comme un acte certes sanglant et funeste, puisqu'il s'agit d'une défaite, mais fondateur d'une identité serbe qui dépasserait les frontières de l'actuelle République. Il ne vous a peut-être pas échappé que dans ces figures assez sinistres qu'on a vues défiler au tribunal international de La Haye, il y avait des philosophes, un psychiatre, quelqu'un qui n'a pas pu y aller parce qu'il s'est suicidé finalement, Nikola Koljević, un très distingué traducteur de Shakespeare en serbe, bref, des gens de culture, mais qui ont cherché à forger une identité à partir d'un certain nombre de caractères et de clichés en simplifiant les représentations. C'est un moyen de renverser la version que je présentais tout à l'heure du rôle de la culture dans la guerre, parce qu'effectivement, les artistes, les intellectuels, les universitaires, les écrivains, mais beaucoup plus largement, une grande partie de la population a assez vite compris que pour tenir dans le siège, il ne suffisait pas de pain et d'eau, qu'il fallait aussi des motifs puissants pour maintenir l'existence collective, et que de ce point de vue, le cinéma, la littérature, mais plus largement tous les partages, toutes les rencontres que permettent, toute la découverte de l'altérité que permet la création artistique, devaient être un point d'appui. Des artistes l'ont compris à l'extérieur, ou que ce soit de façon spontanée, comme ce violoncelliste qui a, à heures régulières, pendant plusieurs semaines de siège, été joué dans les ruines de la Bibliothèque nationale de Sarajevo, dont les manuscrits comprenant notamment une des plus anciennes Torahs et de très anciens Corans, parmi les plus anciens exemplaires qu'on ait en Europe,
ont été sauvés de justesse de l'incendie causé par les nationalistes. Ce violoncelliste a été effectivement un des symboles de la résistance intellectuelle et culturelle de Sarajevo. Les jeunes artistes ont été aussi des fers de lance de cette résistance, en jouant avec beaucoup d'ironie sur la manière dont le monde entier regardait ce siège moyenâgeux avec des instruments de communication extrêmement modernes, et tout cela en direct sous l'œil des télévisions. Cela nous rappelle évidemment quelque chose aujourd'hui avec l'investissement des jeunes artistes syriens dans dans les efforts de soutien à la société civile. Des personnalités étrangères, ici mon ami le metteur en scène français François Tanguy, dans les ruines d'un théâtre à Sarajevo, ont été jouées sur place. Suzanne Sontag y a joué en attendant Godot, Godot devenant non plus le personnage absent de Beckett, mais peut-être l'aide internationale qui tardait à venir, et beaucoup d'autres intervenant quelquefois de façon complètement, le plus souvent de façon complètement bénévole. Mais cette reconstruction a peut-être un petit peu comme celle de Beyrouth déjà affiché un certain nombre de stigmates des méthodes dont nous avons parlé ce matin et qui aboutissent à concentrer l'argent sur le devant de la scène architecturale et urbaine en délaissant beaucoup l'intérieur de la ville. L'argent vient du Golfe, l'argent vient de Turquie, l'argent vient d'Europe, mais il se concentre essentiellement sur la ville et sur quelques grands éléments. Évidemment, on construit des mosquées, absolument pas dans le goût du pays, puisque c'est une tradition ottomane et on avait des mosquées avec très graciles minarets et de très simples structures inspirées de grand architecte Sinan d'Istanbul, et aujourd'hui ce sont plutôt les mosquées sur plan saoudien ou des Émirats du Golfe. J'en viens à ma conclusion. Il y a évidemment eu ce mouvement des plénums de la jeunesse qui ce sont de grandes assemblées générales qui se sont regroupées avec des échos de ce qu'on a pu connaître dans d'autres villes comme à Madrid ou à New York, Occupy Wall Street ou les Indignés, mais avec comme but tout de même de poser d'abord des revendications dans le domaine de l'éducation, un projet d'université populaire, des demandes de contrôle social sur la distribution de l'aide internationale et l'hypothèse d'une constitution plus intégratrice mettant en avant la citoyenneté et non pas l'appartenance nationale, mais qui représente un chiffon rouge pour la Republika Srpska, dont la capitale, Banja Luka, est restée, elle, à peu près à l'écart des troubles grâce au contrôle social. Vous voyez qu'un forum de paix est prévu à Sarajevo en début juin, du 6 au 9 juin 2014. C'est une initiative de la société civile, marginale au départ. Il a fallu pour les organisateurs bosniaques, mais également d'autres pays européens ou du reste du monde, faire preuve de beaucoup d'insistance, de conviction, de bonne volonté, parce que tout représentant de la communauté internationale, qu'ils viennent des ONG ou de l'Union européenne ou des instances officielles, est aujourd'hui suspecté d'avoir développé une aide bureaucratique ou de favoriser des actions, même sur le plan culturel, qui sont considérées par la jeunesse comme de la poudre aux yeux et non pas comme des solutions claires. Un seul exemple, Sarajevo est aussi la ville, pas simplement le creuset de toutes les cultures européennes, mais aussi le lieu où a explosé la première déflagration de la Première Guerre mondiale en 1914 avec l'assassinat de l'archiduc Ferdinand par le jeune nationaliste serbe Gavrilo Princip. Donc il y a eu beaucoup de grandes manifestations internationales. La France et l'Allemagne, très concernés par ce conflit, ont mobilisé des fonds importants pour que Sarajevo soit un des lieux
du centenaire de la guerre pour redire à nouveau plus jamais ça, mais la mesure phare qui a été trouvée a été d'inviter l'Orchestre Philharmonique de Vienne, l'un des plus coûteux de la planète, pour jouer à Sarajevo devant un public d'officiels internationaux descendus de leur limousine ou de leur puissant 4x4, et cela sans aucun regard pour la scène culturelle et artistique pourtant vivace, alternative ou indépendante de ce pays. C'est pourquoi les thèmes qui sont mis en avant dans ce forum seront celui, entre autres, de la culture de paix et de non-violence, mais aussi d'un travail sérieux de recherche et d'éducation. Alors, mes 5 conclusions. Il est absolument indispensable, je résume, que dans tous les processus qui sont mis à l'œuvre, et pas seulement au moment où, enfin, les armes se sont tues, mais dès la préparation d'une transition vers la démocratie, on tienne compte du facteur intellectuel. Sans libre expression, sans pensée critique, sans rapport libre et multidimensionnel au passé, ce sont de vieilles interprétations qui reprennent le dessus, et les facteurs d'assignation identitaire qui renvoient chacun aux appartenances peuvent à nouveau causer le conflit. C'est pourquoi le point essentiel, c'est celui de l'investissement de la société civile dans les choix politiques, économiques et urbanistiques qui vont conditionner son avenir. Et cela pourrait se développer évidemment en se déclinant sur les différents thèmes qui sont généralement à l'ordre du jour après un tel conflit. Une justice qui est la condition nécessaire de toute réconciliation, tant que les criminels et les principaux exécutants se pavanent et peuvent toujours organiser des partis politiques comme ceux d'ailleurs qui tiennent le haut du pavé encore aujourd'hui à Belgrade. Il est difficile d'envisager une pleine et complète réconciliation. Le développement d'une culture de concorde civile, ça passe par l'examen du passé, et ça ne peut pas se faire sans chercheurs indépendants, et donc le rôle de l'université, mais de la presse et des artistes est important. L'ouverture des frontières, la circulation à l'intérieur du pays comme à l'extérieur, c'est essentiel, ça suppose des infrastructures, mais ça suppose surtout une ouverture des frontières et de démanteler tous ces postes de prélèvement de la richesse intérieure que sont les frontières tenues par des milices ou des organisations nationales. Et enfin, bien entendu, puisque nous parlons de reconstruction, une planification urbaine qui pense qu'il est absolument nécessaire de favoriser l'investissement des habitants, mais aussi le contrôle social des habitants sur les plans qui seront adoptés et sur les modalités de construction. Le mot édification, vous le savez, en français a 2 sens. C'est la construction matérielle, l'architecture, c'est aussi la construction intellectuelle, l'éducation. En tournant le regard vers la Syrie, parce qu'il est évident que dans la reconstruction de la société civile, nous devons penser d'abord à la jeunesse. Les gens qui se sont mobilisés à Sarajevo, à Tuzla, que j'ai montré tout à l'heure sur la photo, pour nombre d'entre eux n'avaient pas 5 ans au moment de la conclusion des accords de Dayton et n'étaient pas nés au début de la guerre. Donc c'est aussi avec eux et en pensant avec eux, à eux, que doit s'imaginer tout processus de reconstruction civile.